Merci beaucoup. Rebonjour à tout le monde. Bienvenue à l'École des entrepreneurs du Québec pour la conférence du midi de cette belle journée bien remplie de plusieurs belles conférences inspirantes. Donc, avant toute chose, quelques petites notes d'information pour ceux qui n'étaient pas avec nous un petit peu plus tôt aujourd'hui. Bien, tout d'abord, je tiens à remercier nos commanditaires, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, la presse, Novalex, la firme Novalex et l'agence Webdiffusion qui nous permet d'être partout à travers le Québec aujourd'hui. Quelques informations d'usage, évidemment, pour ceux qui veulent nous suivre tout au long de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se déroule actuellement et vous en faites partie. Donc, mot-clic Québec, EQ, pardon, et mot-clic SME Montréal sur nos différents médias sociaux. On a aussi évidemment un concours, le défi concours québécois d'entrepreneuriat Ose entreprendre Montréal, donc avec l'école ici. Quelques petites informations. Donc, c'est un niveau régional. Ici à Montréal, le concours vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des nouveaux entrepreneurs en leur offrant l'occasion de valider leur projet, d'élargir leur réseau, mais aussi d'obtenir une bourse allant jusqu'à 2 500 $. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le site web qui apparaît à l'écran. Pour, encore une fois, nos gens qui sont en ligne partout au Québec, vous pourrez poser des questions tout au long de la présentation d'aujourd'hui. On prendra un petit peu de temps au terme de la conférence pour tenter d'y répondre. Donc, en les rédigeant, en cliquant sur le bouton « Poser une question » qui apparaît à votre écran. Sans plus tarder, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Karel de sa présence aujourd'hui, ce midi, et le présenter. Mais avant toute chose, je pense que beaucoup d'entre vous avez une copie de ce livre, Demain le Québec. J'aimerais savoir si parmi vous, aujourd'hui, il y en a qui ne l'ont pas encore lu. Ah, c'est bon, ça. Bien, ce matin, j'ai appris qu'il y avait quand même 5000 exemplaires déjà de vendus ou tout près. Donc, ça va vraiment très, très bien. Puis, dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui, on pensait que c'était très, très important pour parler de l'entreprise de demain de référer avec cet ouvrage-là qui a été coécrit par 4 co-auteurs, dont Karel et 3 de ses collègues de la Fondation David Suzuki, pour vraiment profiter des exemples, des beaux cas québécois d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat au niveau de l'économie sociale, au niveau environnemental, au niveau transport. Tout à l'heure, ceux qui étaient avec nous ce matin, bien, vous avez tout juste eu la chance d'entendre David Côté des Juloop ou Loop Mission, Marc Bédard, évidemment, de la compagnie autobus, la compagnie électrique Lyon, des autobus Lyon. Donc, ce sont des cas qui sont cités, évidemment, ici dans le livre. Puis, pour pouvoir présenter notre invité, j'aimerais prendre le temps, pour ceux qui sont à l'écoute, puis ceux qui n'ont peut-être pas une copie entre les mains, je vais prendre le temps de lire la 4e couverture du bouquin pour vous donner un petit peu le contexte et de quoi ça parle. L'environnement se détériore à un tel rythme que certains chercheurs annoncent même la fin possible de l'humanité. Devant ce scénario apocalyptique, de plus en plus de gens refusent de baisser les bras et choisissent plutôt l'engagement. Aux 4 coins de la planète, des citoyens inventent un autre monde plus respectueux de la nature et des êtres humains. Donc, c'est inspiré du film Demain, documentaire maintes fois primé du français Cyril Dion et Mélanie Laurent. Les auteurs de ce livre, tous rattachés à la Fondation David Suzuki, sont allés à la rencontre de ceux et celles qui préparent le Québec de demain. De Montréal à Mingan, de Trois-Rivières à Trois-Pistoles, des Québécois contribuent à créer un monde plus juste, plus vert et plus démocratique. Ils œuvrent dans tous les domaines, que ce soit dans les transports, l'énergie, les déchets, le bâtiment, l'agriculture et l'alimentation, la finance, le développement des régions ou l'innovation sociale. Leurs projets peuvent inspirer le monde entier. Tous portent en eux un élan de transformation et un potentiel de contagion qui transcende leur environnement immédiat. Ce livre présente un échantillon de nombreuses initiatives de transformation écologique, technologique et sociale qui sont en cours au Québec. C'est un pied de nez à l'impossible, une déclaration de guerre à la fatalité et au conformisme. Alors, je pense que ça dit tout. Sans plus tarder, accueillez chaleureusement avec moi M. Karel Méran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être là. D'autant plus que l'année, ça fait 10 ans cette année que je me suis joint à la Fondation David Suzuki. Et la même année, en 2008, j'avais été finaliste à titre d'entrepreneur socialement responsable de l'année au Québec parce que j'avais créé Planétaire, je sais pas comment dire, le programme de compensation des gaz à effet de serre. Je me suis toujours considéré comme un entrepreneur social beaucoup plus qu'un militant. Je suis meilleur comme
je suis meilleur comme DG que comme gars avec un mégaphone, ça c'est certain. Et quand on est parti faire ce livre-là, j'avais échangé avec des gens, puis on se disait qu'on part, on va raconter des histoires. Qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir au terme du livre? Puis c'était d'essayer de comprendre c'est quoi le point commun de tous les gens qu'il y a dans le livre, peu importe dans quel domaine ils interviennent. Puis à la fin, c'est évident que tous ces gens-là sont des entrepreneurs. Il y en a qui sont des entrepreneurs qui ont fondé des entreprises qui valent 1 demi-milliard aujourd'hui. Il y en a qui sont des entrepreneurs sociaux qui ont fondé des coopératives agroforestières. Il y en a qui ont créé des programmes, des projets dans les organismes communautaires, mais qui sont toujours des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui ont une idée, des gens qui décident ensuite, avec cette idée-là, de partir, de prendre des risques, de faire tomber les murs, et puis au bout du compte, de réussir, mais qui ne lâchent jamais le morceau. C'est vraiment une des choses qu'on a trouvées les plus inspirantes. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est, comment je dirais, au nœud, au nœud, au cœur de la transformation sociale. C'est pas uniquement l'entrepreneuriat. C'est souvent les gens pensent entrepreneuriat, ils imaginent à tort des brokers à New York ou des gens qui sont dans des grandes entreprises. En fait, les entrepreneurs, c'est souvent des gens qui sont dans un garage en train de développer l'idée de demain, tout ça. Malheureusement, Julie n'est pas ici. On a eu une retraite de toute la Fondation David Suzuki à Vancouver la semaine dernière. Puis on a serré trop de mains puis embrassé trop de monde. Fait que tout le monde est malade cette semaine. Approchez-moi pas. Alors, juste pour commencer, on est tous très, très inquiets de l'état de notre planète. Et à raison, il n'y a pas une journée sans qu'il ne nous tombe pas dessus une nouvelle scientifique inquiétante. Et la planète Terre, d'ailleurs, cette photo-là a été prise l'année de ma naissance, 1972, par une des missions Apollo. C'est un astronaute qui a pris clic-clic à travers le hublot une photo. Donc, c'est vraiment une des photos que vous avez vues le plus souvent dans votre vie parce que c'était la seule photo, avant récemment, qu'on détenait de la Terre où on pouvait voir la Terre au complet, le disque au complet qui n'était pas en partie obstrué par l'ombre de la Lune et tout ça. Et pourquoi je vous montre cette photo-là, c'est que si on représentait la Terre à l'échelle d'un ballon de basketball, toutes les formes de vie sur Terre, ce qu'on appelle la biosphère, ce ne serait pas plus qu'une mince couche de vernis qu'on met avec un pinceau sur notre ballon. Donc, la vie sur Terre, c'est quelque chose de miraculeux, d'infiniment diversifié, puis en même temps de très, très fragile quand on pense à ce que ça représente à l'échelle de l'univers. Puis certainement, on sait que pour l'instant, on n'a pas trouvé encore d'autres formes de vie dans l'univers. Il y en a certainement. Mais donc, le miracle de la vie sur Terre est quelque chose de très, très important. Et, notre livre part du fait qu'on est arrivé dans une nouvelle époque. On est entré dans une nouvelle époque géologique qui s'appelle l'Anthropocène, l'ère géologique nouvelle de l'être humain. Donc, l'ère géologique récente de l'être humain qui fait suite à l'Holocène, qui était la dernière ère géologique. Et pourquoi je parle d'ère géologique? Parce que ça dénote d'abord que c'est très, très important. Notre espèce est rendue tellement importante qu'elle est en train de transformer toutes les conditions géologiques, chimiques, biologiques, physiques. En fait, s'il y a des gens qui viennent faire des fouilles dans 100 000 ans, ils vont voir qu'il s'est passé quelque chose dans le dernier 100 ans qui est inédit dans l'histoire de la planète et c'est provoqué par notre espèce. C'est la première chose. Donc, on est devenu une force de transformation de la nature aussi forte que les volcans, les météorites ou, bref, toutes les choses plus naturelles. La deuxième chose, c'est que un changement d'ère géologique, c'est important pour une espèce comme la nôtre. La dernière fois qu'on a changé d'ère géologique, c'est à la fin de la dernière glaciation. Quand les glaciers se sont retirés, on est entré dans une ère géologique où le climat s'est stabilisé et ça nous a permis, nous, les êtres humains, d'inventer l'agriculture. Et quand on a inventé l'agriculture, ça nous a permis de développer les premières civilisations, d'inventer l'écriture. Bref, si les glaciers ne s'étaient jamais retirés, s'il n'y avait pas eu un changement d'ère géologique important, bien, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Donc, si le dernier changement a été important pour notre espèce, celui-ci annonce des changements très, très importants dans notre relation avec la nature. Et donc, le fait qu'on soit passé dans une autre ère géologique, j'ai fait l'entrevue avec le professeur qui gère la Commission géologique mondiale qui s'est penché sur la question, puis j'ai demandé comment vous vous sentez. Il dit, écoute, j'ai l'impression d'être il y a 65 millions d'années, quand il y a une météorite qui est tombée sur la Terre. On est 30 ou 40 ans après, puis on sait que les dinosaures vont disparaître, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va
émerger ensuite. On est un peu dans ce changement-là. Il était très inquiet de la vitesse à laquelle les choses changeaient. Donc, c'est important. J'aime toujours me donner une vision très, très large pour commencer. C'est un peu déprimant, mais après ça, ça nous fait comprendre pourquoi on pose les gestes puis on fait les choses qu'on veut faire, qu'on a besoin de faire. Dans notre relation avec la biosphère, qui est notre maison, on a eu plusieurs changements importants. Puis un des principaux changements, c'est l'augmentation de la population. Vous voyez que dans l'histoire de notre espèce, la population, elle augmente de façon très, très lente. C'est à peu près 1 % par année, des fois moins. Et quand on découvre les énergies fossiles, puis arrive la révolution industrielle, vous voyez qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de produire plus de nourriture, ça nous permet de nourrir plus de gens, ça nous permet d'augmenter l'espérance de vie. Bref, on arrive entre 1945 et aujourd'hui, donc dans l'espace d'une seule vie humaine, on a multiplié la population de la Terre par 3. Et on continue, on s'enligne peut-être sur 8 milliards, 9 milliards. Les démographes ont différentes hypothèses. C'est énorme quand une espèce, en l'espace de quelques générations, tout d'un coup, se multiplie à ce point-là. C'est sûr que ça change la relation avec l'environnement. Mais ce n'est pas uniquement une question de nombre, c'est une question de consommation. Hein? Un Canadien consomme facilement 15 à 20 fois plus qu'un Africain. Et un Canadien aujourd'hui consomme beaucoup plus qu'un Canadien il y a 40 ans. Donc, il faut toujours multiplier la personne par sa consommation. Et donc, si demain, quand les gens disent « on fait facile, on va couper la population de la planète », moi, je leur dis toujours « oui, commencez par vous ». Mais si on voulait couper la population de la planète, ce qui serait le plus utile en ce moment, ce serait d'éliminer la population des États-Unis, du Canada puis de l'Europe. Hein? Donc, je ne pense pas qu'on veut faire ça, personne. Donc, il faut se questionner non seulement sur la surpopulation, mais aussi sur la surconsommation. Les deux vont ensemble. Ensuite de ça, on est entré dans la 6e extinction massive d'espèces de l'histoire de la planète. La dernière étant quand les dinosaures sont disparus, il y a 65 millions d'années, quand il y a un météorite qui est tombé sur Terre. Donc, les extinctions précédentes étaient causées par un peu le hasard, des hasards cosmiques ou des situations de transformation profonde de la planète. Dans ce cas-ci, c'est vraiment, pour la première fois, une espèce qui transforme les conditions de vie des autres espèces. Et en ce moment, l'humanité s'accapare à peu près 90 % de toute l'énergie primaire de la planète, c'est-à-dire l'énergie du soleil qui est transformée par les plantes, puis qui devient d'autres formes d'énergie qu'on peut utiliser, ou l'énergie, même les énergies fossiles, qui sont des énergies qui nous viennent du passé, dans le fond, qu'on déterre aujourd'hui. Donc, on s'accapare presque tout. Il ne reste pas beaucoup de choses pour les autres espèces. Et c'est pour ça qu'on assiste à un déclin très, très important de la biodiversité. Puis finalement, évidemment, la question des changements climatiques. En blanc, vous avez la température moyenne sur Terre depuis 800 000 ans, puis en bleu, vous avez les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Moi, j'ai posé la question à des enfants de 3 ans. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien, les deux courbes se suivent. Puis c'est ce que, d'ailleurs, des gens comme Donald Trump refusent de croire, ou Maxime Bernier. C'est que plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus la température s'élève, puis moins il y a de CO2, moins la température est élevée. Et c'est très, très significatif parce que quand on est ici ou ici ou ici, il y a 2 km de glace par-dessus nos têtes à Montréal. Alors que quand on est ici, 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 on est dans des périodes où il n'y a pas de glace. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a eu un changement d'air géologique quand les glaciers se sont retirés. Il y a à peu près 12 000 ans dans la vallée du Saint-Laurent, ce qui nous a permis d'occuper le territoire, de faire l'agriculture, etc. Donc, entre ça et ça, c'est la différence, c'est 2 km de glace par-dessus nos têtes. Aujourd'hui, on est ici. Et si on ne fait rien, si on continue business as usual, on s'en va là. Donc, on est sorti très clairement des cycles naturels du climat dans l'histoire. Et pour notre espèce, ça, de passer d'ici à là, ça nous a permis d'avoir un climat stable, qui nous a permis d'avoir de l'agriculture puis de se développer comme on l'a fait. Passer d'ici à là, c'était une grosse, grosse inconnue. Puis ici, c'est sauter dans le précipice complètement. Donc, c'est ça les enjeux en ce moment quand on dit, le GIEC nous dit qu'il faut agir rapidement. On a 2 ans pour prendre des décisions, pour ensuite les mettre en œuvre, parce que d'ici 2050, donc en 2050, il faut avoir cessé toute émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pire, on nous dit qu'après ça, il va falloir avoir des émissions négatives. Donc, retirer du CO2 de l'atmosphère. Ça, c'est le prix à payer pour avoir passé les 25 dernières années à tourner en rond, puis à subir les campagnes des climato-sceptiques, etc. Donc,
Est-ce qu'on s'en va vers l'Apocalypse? Pas nécessairement. Et c'est le titre du premier chapitre du livre où on dit, ben écoutez, c'est vrai, ça va très, très mal, mais en même temps, comme l'être humain est le principal facteur de déstabilisation de la biosphère en ce moment, on a aussi, ben, c'est une mauvaise nouvelle, c'est notre faute, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est notre faute. Donc, on peut corriger les gestes qu'on pose. Et donc, c'est ce qui pose toute la question de la transition écologique. Il y a des gens qui parlent de transition énergétique, d'autres de transition écologique. Il y a des gens qui disent transition, ce n'est pas un bon terme, il faudrait parler de décroissance, peu importe. Je pense qu'on va convenir entre nous que notre objectif, c'est essentiellement de transformer le monde dans lequel on vit pour vivre en équilibre avec la capacité de la biosphère de nous maintenir en vie tout le monde. Donc, il faut accélérer cette transition-là parce que plus on va la faire rapidement, moins les impacts vont être importants. Mais je vais vous dire très franchement, on ne va pas se mentir, on a déjà dépassé plusieurs seuils importants. Donc, il y a des espèces qui sont déjà disparues. Il y a des seuils de réchauffement. On est déjà rendu à 1 degré de réchauffement climatique. L'été dernier, à Montréal, il y a eu 90 victimes des vagues de chaleur. On est déjà entré dans une ère de conséquences. Et ce qui est en jeu en ce moment, c'est à quel point est-ce qu'on veut subir les conséquences plutôt que de nous-mêmes provoquer, si on veut, les transformations qu'on a besoin. Donc, la transition doit se faire très rapidement. Et on doit aussi, en même temps, devenir plus résilient face aux chocs qui s'en viennent. Parce que, vous savez, des chocs écologiques, on peut en avoir, des chocs environnementaux, mais des chocs environnementaux à répétition, année après année, ça devient lourd à porter. C'est déstabilisant pour l'économie. Hein. Les chocs environnementaux amènent des chocs économiques qui eux-mêmes amènent des chocs sociaux qui éventuellement peuvent amener des déstabilisations politiques. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, un des facteurs qui a contribué à la déstabilisation de la Syrie, c'est qu'il y a eu une sécheresse en 2010, une sécheresse très, très importante qui a envoyé 1 million de paysans syriens dans les villes puis dans la capitale, Damas. 1 an plus tard, le pays est en guerre civile. Ce n'est pas la sécheresse qui a provoqué la guerre civile, mais 1 million de personnes sans emploi dans une ville, ce n'est pas une bonne idée nulle part. Et donc, les sécheresses, on voit en ce moment en Californie, il y a des incendies de forêt. Ici, on a eu les vagues de chaleur. L'été dernier, en fait, il y a eu des vagues de chaleur dans tout l'hémisphère nord. Éventuellement, ça contribue à ralentir la croissance économique, ça contribue, la déperdition des ressources aussi ralentit la croissance économique, puis éventuellement, ça provoque des chocs sociaux, tout ça. Bref, on a besoin de se préparer et on a besoin de bâtir notre résilience. La bonne nouvelle, c'est quand on pose des gestes pour s'occuper de la transition écologique, souvent, c'est les mêmes gestes quand on se réunit pour, par exemple, replanifier notre ville, pour la rendre plus humaine, pour reverdir la ville, pour faire en sorte qu'il y ait des pistes cyclables, des choses comme ça. Ça fait en sorte que la ville, non seulement, elle fait la transition écologique plus rapidement, mais aussi qu'on va être plus résilient quand va venir les impacts les plus importants des changements climatiques. Et un des aspects qui est le plus important, qu'on a découvert aussi dans le livre, c'est que pour être résilient, il faut aussi être capable de collaborer à l'échelle des communautés, dans des quartiers, tout ça. Plus les gens se parlent, plus ils sont capables de s'organiser quand ils sont frappés par des catastrophes. Et donc, ça aussi, cet aspect-là, l'espèce de ce que j'appelle, moi, la résilience sociale, est importante. Alors, on est parti sur le terrain, on est allé un peu partout, se promener au Québec pour essayer de cueillir des histoires de gens qui travaillaient à la transition puis à la résilience un peu partout au Québec. Et on a dit, on va faire un éventail très, très large pour justement montrer que à toutes les échelles, puis dans toutes les régions, puis de toutes les façons, il y a des gens en ce moment qui ont décidé d'aller de l'avant puis de mettre en place des projets de transition. Et une des choses qui nous a surpris au début, c'est le nombre de ces projets-là en ce moment. Et j'ai posé la question à des gens qui étaient un petit peu des observateurs du système parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle le syndrome de la voiture jaune. Tu sais, si vous achetez une voiture jaune, dans la prochaine semaine, dans les 2 prochaines semaines, vous allez remarquer que tout le monde a des voitures jaunes. Hein? Mais c'est juste vous qui avez changé, c'est pas les autres, c'est que vous les remarquez plus. Donc, nous, quand on est parti cueillir des histoires, on s'est dit, est-ce que c'est juste, on a, comment je dirais, notre biais d'observation, c'est qu'on les voit plus ou est-ce qu'il y en a vraiment plus? Et j'ai posé la question à plusieurs personnes, puis des gens qui disent depuis 4 ou 5 ans, il y a vraiment une émergence, il y a vraiment une ébullition de projets sur le terrain un peu partout. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment qui est différent de ce qu'on voyait il y a 10 ou il y a 15 ans.
Dans le livre, il y a 2 citations qu'on a mis au début. La première, qui est souvent attribuée à Albert Einstein, mais qui finalement est non attribuée quand on fait la recherche, c'est « On ne peut résoudre un problème avec les modes de pensée qui l'ont créé. » Hein, si on continue de réfléchir de la même façon, et vous allez voir souvent, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de ça. Il y a quelqu'un qui a une idée qui est à côté de la boîte, puis cette personne-là va se faire dire pendant je ne sais pas combien de mois ou d'années, « Non, tu es à côté de la boîte. » OK? Alors, je vais vous donner une de ces idées-là, puis vous allez tout de suite voir comment on se met dans des cul-de-sac. Ça, c'est le trafic, le Black Friday à Los Angeles l'année dernière. OK? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense qu'on peut résoudre le problème de la circulation automobile en faisant plus de routes? Tu sais, il me semble que c'est logique, mais on a un gouvernement qui a été élu en disant on va répondre à la congestion, on va faire plus de routes. Hein? Puis ils veulent faire un 3e pont à Québec puis envoyer ce pont-là dans un champ. Qu'est-ce qui va se passer autour du champ? Bien, ils vont développer des Costco puis un quartier résidentiel. Ça va faire plus de gens qui dépendent de la voiture. Donc, on a un problème. Et tant qu'on continue de réfléchir au problème en se disant il faut augmenter la capacité pour répondre à la demande de voitures, on réfléchit à l'envers. Parce que, en fait, quand on crée une route, ça induit une demande supplémentaire de voitures. La demande de voitures vient de l'offre routière. On a pensé longtemps qu'on faisait des routes pour répondre à la demande, mais en réalité, c'est l'inverse. C'est la demande se crée pour répondre aux routes. Et donc, il faut arrêter de faire des routes et de penser autrement. Il y a un gars à Montréal qui, en fait, vous voyez un peu une autre façon de réfléchir, c'est en termes d'espace occupé dans les villes. Plus de 50% de l'espace dans une ville comme Montréal est occupé par la voiture. Hein, si on met les rues, si on met les stationnements, okay, c'est un espace qui n'est plus disponible pour autre chose. Et donc, ça coûte une fortune comme système à maintenir en place. Il y a quelqu'un qui s'appelle Marc-Antoine Ducas, qui, lui, était dans les technologies de l'information, qui s'est dit, ça n'a pas de bon sens. Il regardait le pont Champlain le matin, puis il disait, quand on envoie des courriels, hein, puis on envoie un fichier, puis le fichier est trop volumineux, qu'est-ce qu'on fait? On le compresse, on l'envoie dans la bande passante, puis rendu à l'autre bout, on le décompresse. Lui, il s'est dit, il faut compresser faut compresser des personnes dans des autos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1,2 personnes par voiture le matin en heure de pointe à Montréal, il faudrait avoir 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. En fait, je ne sais pas c'est quoi le chiffre magique, mais on n'a même pas besoin d'être 2 personnes par auto à Montréal en moyenne pour éliminer toute la congestion. Et donc, lui a développé une plateforme qui s'appelle NetLift pour faire du covoiturage. Donc, maintenant, les téléphones intelligents permettent de faire ça avec beaucoup plus de précision que par le passé. Mais c'est quand même phénoménal. Au ministère des Transports du Québec, il n'y a personne qui n'a jamais réfléchi comme ça. Il y a 15 millions de sièges vides tous les matins à Montréal. Il y a 25 millions de sièges vides tous les matins à la grandeur du Québec. Et au lieu de remplir des sièges vides, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on achète plus de voitures puis on fait plus de routes. Donc, on n'a pas commencé encore à optimiser l'utilisation de notre infrastructure. Donc, les gens qui ont commencé à réfléchir comment optimiser l'utilisation de nos infrastructures routières. D'autres qui ont dit, ça c'est Transit App, qui est une application qui permet de planifier de mettre plusieurs modes de transport dans une seule application, parce que c'est un peu ridicule de penser que si je prends un taxi, si je prends un Bixi, c'est une application, si je prends la STM, c'est une autre application, si je sors du réseau de la STM, c'est encore une autre application avec un autre horaire, puis si je veux me louer une voiture, c'est une autre. Est-ce qu'on n'est pas capable de tout intégrer ça pour avoir tous les modes de transport? Puis bientôt, il y a un projet de la STM qui n'est pas dans notre livre de rassembler tout ça dans un seul mode de paiement, une seule plateforme de paiement. Ce n'est pas normal que ce soit si compliqué que ça. Donc, c'est une autre façon encore là de penser le transport, non pas comme mode par mode, mais comme un mouvement fluide dans plusieurs modes de transport différents. Vous connaissez tout le monde Théo Taxi. Théo Taxi est intéressant parce qu'ils ont changé le modèle d'affaires. Bon, là, il y a des gens qui vont me dire qu'ils ont encore à prouver qu'ils peuvent faire de l'argent avec ça. Je suis d'accord. Mais le principe, c'est qu'avec avec une voiture électrique, les coûts de fonctionnement du taxi diminuent de quelque chose comme 60 ou 70 %. Et donc, comme les coûts d'opération sont moins élevés, à ce moment-là, est-ce que c'est possible de mieux rémunérer le chauffeur, changer le modèle? Parce qu'un chauffeur de taxi, c'est un travailleur autonome qui essentiellement, c'est un système un peu féodal où le travailleur autonome souvent est obligé de louer l'auto d'un autre, louer le permis de taxi d'un autre qui est un riche rentier,
Puis au bout du compte, ces gens-là travaillent 70 heures semaine, ne font même pas le salaire minimum ou à peu près, puis ils n'ont aucune vacance, aucun avantage social, pas d'assurance, rien. Donc, Théo Taxi a dit, nous, non seulement on va faire du développement durable, on va payer nos chauffeurs à salaire avec 2 semaines de vacances l'été, avec des conditions de travail et des avantages sociaux. Donc, une partie de la baisse des coûts d'opération est remise aux travailleurs, puis une autre partie va au profit pour l'entreprise. Donc, ils n'ont pas encore atteint l'échelle pour devenir rentables, mais si ce modèle-là fonctionne, on a réussi à changer une industrie qui en avait grandement besoin. Puis à ce moment-là, on ne fait pas seulement protéger l'environnement, mais aussi on assure une meilleure condition de travail aux gens. Je passe sur les autobus Lyon. Il est venu vous en parler. Maintenant, il y a un enjeu qui demeure un tabou, dont il faut parler absolument. Et je vais vous faire un petit test juste pour que vous compreniez. Disons, dans l'éprouvette ici, je mets une bactérie, puis je mets de la nourriture pour que les bactéries se multiplient pendant 60 minutes. Et à toutes les minutes, la bactérie, elle se multiplie par 2. Donc, la minute 1, je mets la bactérie. Après ça, c'est 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1028. Bon, vous voyez, ça double à toutes les minutes. Si ça double à toutes les minutes, à quel moment, dans un cycle de 60 minutes, est-ce que c'est à moitié plein? La réponse est dans la question. Hein? Si je vous dis que ça double à chaque minute, à quelle minute c'est à moitié plein? 59. 59e minute, c'est à moitié plein. 58e minute, c'est plein au quart. Puis 57e minute, c'est plein à 12,5 %, 1/8. Là, à la 57e minute, il y a une bactérie qui dit « Tout le monde, il nous reste 3 minutes à vivre, il faut faire quelque chose, absolument. » Là, les autres disaient « Vous êtes malade? Notre éprouvette est juste à 1/8 pleine, tout va bien. » 58e minute, ils sont à 1/4. 59e minute, ils arrivent à une demi, puis là, ils font « Wow! » OK, il se passe quelque chose. Mais nos bactéries sont très avancées technologiquement. Ils sont capables de créer 3 autres éprouvettes. Donc, comme si on était capable de créer 3 autres planètes Terre. Combien de minutes ça leur donne de plus? 2 minutes. 61e minute, ils ont rempli leur 2e planète Terre. 62e minute, ils ont rempli les 2 autres parce qu'ils ont doublé encore. Et donc, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on peut avoir une croissance infinie ou exponentielle dans un système fermé? L'économie mondiale, elle a été multipliée par 19 depuis 1945. Et selon les chiffres de la Banque mondiale, on va la multiplier encore par 3 d'ici 2050. Et moi, je pose toujours la question, je me dis, est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent qu'on peut multiplier par 3, pas l'augmenter de 10 % ou 30 %, multiplier par 3 l'économie mondiale dans l'état actuel de la planète? Moi, je pense que non. Et je pense que toute la question de la décroissance, il y a des gens qui disent qu'il va falloir faire la décroissance, tout ça. Moi, je vous dirais que la décroissance, on va la subir. Je pense que de plus en plus, on va voir les taux de croissance diminuer et les modèles d'affaires de l'avenir qui vont être intéressants, ça va être des modèles qui, soit qui réutilisent des ressources ou qui utilisent des ressources avec plus d'efficience ou qui permettent de faire plus avec moins. Mais l'idée comme quoi on peut toujours augmenter l'utilisation des ressources et la croissance, il y a une idée qui disait, bien, on continue de faire de la croissance économique très, très élevée, mais il y a un découplage, c'est-à-dire on utilise moins de ressources pour arriver à la même croissance. Malheureusement, ça ne se matérialise pas suffisamment. Donc, je vous dirais juste que quand vous planifiez dans 10, dans 15, dans 20 ans, si vous avez une vision sur dans 20 ans ou dans 30 ans, il ne faut pas s'imaginer un retour à des taux de croissance à 5-6 %. On a atteint les limites de ça, puis je ne vous dis pas ça pour vous décourager. Moi, je pense qu'il y a des modèles d'affaires intéressants là-dedans, mais ça va passer peut-être plus par des modèles d'économie locale, des modèles d'économie sociale, mais Amazon, là, je ne vois pas ça durer dans l'avenir, d'autant plus qu'en ce moment, vous savez, la croissance économique des 15 dernières années, elle a été soutenue beaucoup par la carte de crédit des consommateurs. Ça aussi, on est arrivé au bout de ça, on est à 170 % d'endettement en moyenne des ménages au Canada, au Québec. Je ne pense pas qu'on va monter à 190 pour faire tenir l'économie. Donc, on a un gros enjeu en ce moment. Et je vous dirais que c'est difficile parce que ce sujet-là de la décroissance, ça demeure un dogme, la croissance économique. Puis quand on parle de ça, les gens ils disent non, ils préfèrent plus nous mettre en dehors de l'Église que de nous écouter.
Mais c'est quelque chose qui s'en vient, c'est quelque chose de bien réel. Et un des modèles d'affaires qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire, dans la nature, il n'y a pas de déchets. Le déchet, c'est une invention humaine. Tout est réutilisé dans la nature. Alors, pourquoi nous, on a un système où on extrait des ressources, on les transforme, on les consomme, je devrais dire, on les surconsomme, puis ensuite, on les jette? Je suis certain que c'est pareil chez vous. Chez moi, c'est plein d'affaires qui ne nous servent plus à rien. On en a comme plein la maison. Et donc, il y a un problème de surconsommation, mais il y a aussi un problème du fait que ce qu'on ne consomme plus, on le jette. Et le plastique est un bel exemple de ça, évidemment. Puis ça a alerté beaucoup de gens parce que le plastique se retrouve dans les océans. Il y a des continents de plastique maintenant. Puis les microbilles de plastique, soit dit en passant, on en a partout dans le corps aussi maintenant. Donc, c'est un autre enjeu. Et donc, une des choses que j'ai trouvé intéressante, c'est quand j'ai commencé, une des premières entrevues que j'ai faites, c'était avec le fondateur d'Enerkem, Vincent Chornet, qui dit « Moi, j'aurais le goût d'aller aux Nations unies puis de leur dire « Donnez-moi tout le plastique des océans, je suis capable de produire de l'énergie avec. » Et donc, Enerkem est une entreprise qui est partie avec une vieille technologie qui datait de la fin du 19e siècle, puis qui avait été utilisée pendant la guerre en Espagne par le père de Vincent, Esteban, pour produire un genre de... Là, je ne me souviens jamais, méthanol, éthanol, quelque chose. Je ne suis pas un scientifique, donc je ne vous donnerai pas les définitions, ni les formules chimiques. Mais l'idée est de prendre le déchet ultime et d'en produire avec ça une énergie. C'est un modèle. Il y a un autre modèle. Ça ici, c'est pas une toile de Riopelle. Là, en fait, c'est des petites chipites, des petits de plastique. Et ce que j'ai appris, moi, cette année, c'est que le plastique de couleur ne peut pas être recyclé. Et donc, il contamine les autres plastiques. Donc, seulement le plastique transparent qui peut être recyclé. Et il y a un entrepreneur de Terrebonne qui a rencontré un chimiste. Lui, il récupérait la fibre de tapis, la fibre de nylon. Et à un moment donné, il a rencontré le chimiste et ensemble, ils ont développé Loop Industries. Et là, eux autres, ils ont fait quelque chose d'absolument renversant. Ils sont partis des petites chips que vous avez vues de plastique de toutes les couleurs. Puis, ils mettent ça, puis je n'ai pas tout le processus, mais ils mettent ça là-dedans. Ils mélangent ça avec des produits chimiques. Ça devient un peu comme un tzatziki, OK, ou un yogourt. Puis ensuite, ça passe, ça s'en va, puis c'est filtré, puis à la fin, ils reviennent au produit initial. Quand on prend du pétrole pour faire du plastique, on raffine du pétrole, puis on arrive à un produit dont j'oublie toujours le nom, puis c'est Louise, ma co-auteure, qui est bonne pour le nommer, là, c'est long comme ça. Mais eux, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à revenir, donc, à ce produit initialement, et de le faire sans apport de chaleur, puis avec des produits chimiques, donc des substances, évidemment, ils ne donnent pas la recette parce que c'est leur brevet, mais qui sont récupérés en boucle parce que ces substances-là coûtent cher et donc tu les récupères. Donc, ils ne sont pas complètement en boucle, mais quand même beaucoup. Et donc, on pourrait, en ce moment, avec cette technologie-là, on est en mesure de reprendre tout le plastique dans le monde et de refaire du plastique avec. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils vont avoir leur première usine qui va être construite derrière la raffinerie de pétrole de Suncor à Montréal. Et donc, moi, ça me fait très plaisir parce qu'un jour, on n'aura plus besoin de la raffinerie de pétrole de Suncor, puis on va pouvoir avoir des plastiques juste avec le plastique qu'on a produit depuis une centaine d'années, en fait, depuis une soixantaine d'années dans le monde. Donc, ça, c'est un autre exemple. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils sont allés voir Evian, puis Coca-Cola, puis Pepsi, puis ils ont dit, vous allez mettre sur vos bouteilles « Powered by Loop », un peu comme quand vous avez un ordinateur, c'est toujours écrit « Intel Inside » ou « AMD » ou je ne sais pas quoi. Parce que dans le fond, on s'en fout du microprocesseur qui est à l'intérieur, puis on ne le verrait pas, mais il y a toujours le sticker qui nous rappelle si c'est Intel qui a fait le... Eux voulaient que leur plastique recyclé de Loop soit connu et reconnu par les gens. Donc, ils ont réussi à brander un produit, tu sais, qui est le plastique qui n'est absolument pas brandé, qui est... Tous les plastiques se valent, puis vous ne savez pas d'où ils viennent. Donc, dans ce cas-ci, ils veulent vraiment se créer une marque de commerce avec ça. Je parle sur l'autre Loop que vous avez vu tout à l'heure et qui sont venus vous parler, qui sont aussi dans un modèle d'économie circulaire. Il y a aussi des gens qui disent, qui ont fondé des épiceries zéro déchet, locaux ici, qui en est une, mais il y en a plein d'autres. Donc, c'est une autre mouvance, mais qui est dans une mouvance d'idée pourquoi est-ce qu'on produirait des emballages qui ne servent à rien puis qui se retrouvent dans l'enfouissement quand on peut passer à côté de ça.
On a aussi des gens qui travaillent à démocratiser notre économie, qui créent des monnaies locales. Le principe d'une monnaie locale, c'est de faire circuler l'argent dans une communauté, donc localement, pour stimuler pour l'économie locale, qui est très intéressant. Il y en a plusieurs au Québec. Il y a, dans le livre aussi, on parle de la banque d'impact, Impact Finance, qui, dans le fond, qui essaie de démocratiser le système bancaire pour faire en sorte qu'au lieu que votre argent soit placé dans les marchés financiers, c'est vous qui déterminez exactement où vous voulez placer votre argent dans des entreprises d'impact qui ont des impacts sur la planète, les gens et le profit, évidemment. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça amène du capital nouveau pour des entreprises d'impact qui n'auraient pas nécessairement accès à des capitaux dans les banques habituelles. D'autres histoires qu'on a dans notre livre, c'est toute la question du retour de la construction en bois. Hein, au Québec, on construit beaucoup beaucoup avec du béton, de l'acier, tout ça. Pour produire du béton et de l'acier, il faut produire des gaz à effet de serre. Ça utilise beaucoup d'énergie. Alors que quand on bâtit en bois, on est capable, en bâtissant en bois, de prendre... En fait, le bois, c'est 90 de carbone. Donc, on est en train de stocker du carbone dans des bâtiments. Parce que c'est du carbone de l'atmosphère qui est retiré par les arbres. Puis ensuite, on s'en sert pour faire des structures. Donc, des stades de soccer à Montréal, à Québec, le pavillon Kruger à l'Université Laval. Ça fait des très beaux bâtiments. Puis je pourrais vous en nommer beaucoup, mais on ne le faisait pas dans du bâtiment institutionnel et le code du bâtiment ne permettait pas de le faire à plus que certains nombres d'étages. Et là, maintenant, on a réussi à monter encore plus haut. Donc, quelque chose de très intéressant. Ce bâtiment-là est intéressant. C'est la bibliothèque de Varennes. C'est un bâtiment net zéro. En fait, c'est un bâtiment qui produit plus d'électricité qu'il en consomme. Et donc, c'est vraiment très intéressant, qui a été planifié entièrement. C'est des panneaux solaires, il y a de la géothermie. Donc, de plus en plus, on pense, au lieu de penser à un réseau de distribution, un réseau d'énergie où on a des grands barrages hydroélectriques ou des grandes installations à un bout, on transporte puis on consomme à un autre bout, pourquoi pas produire l'énergie sur le site? Et de plus en plus, l'autoproduction puis les bâtiments autonomes, ça va devenir le modèle. Et à travers ces modèles-là, il y a quoi? Il y a le modèle des piles, toutes les technologies qui permettent l'efficience énergétique. Aux États-Unis, c'est en explosion littéralement. Au Québec, ça s'en vient aussi. Donc, on a quelques exemples pour l'instant, mais le modèle d'affaires énergétique est en train de se transformer de plus en plus. Encore la bibliothèque de... Il y a de plus en plus aussi, on voit se développer des toits verts. Puis ça, c'est une épicerie à Ville-Saint-Laurent, un IGA. Eux, ils allaient se mettre un toit vert sur leur bâtiment, puis ils se sont dit, on est une épicerie, pourquoi pas produire des légumes puis les vendre? Donc, les surfaces de toit des bâtiments, qui sont des surfaces complètement inutilisées, ont un potentiel. Oui, ça coûte plus cher que de faire un toit en bardeau ou en goudron, je ne sais pas quoi, mais c'est un autre modèle, encore une fois, qui est possible. Les fermes Loufa, que vous connaissez peut-être, eux ont décidé de partir des serres sur les toits. Je pense qu'ils en ont déjà 3 ou 4. Mais l'idée est ils ont greffé à ça une épicerie en ligne qui, essentiellement, s'approvisionne dans un rayon de 100 km autour de Montréal. Donc, c'est un modèle aussi qui soutient les producteurs locaux, mais aussi qui soutient, qui produit, c'est une forme d'agriculture urbaine en serre qui est intéressante aussi. Ici, une compagnie, Inocucor, qui a développé des pesticides naturels. Donc, puis je n'ai pas le temps de vous l'expliquer en détail, mais ils ont réussi, au lieu de faire des pesticides à base de produits chimiques, ils ont utilisé des bactéries qui sont déjà présentes dans les sols pour contrôler les mauvaises herbes et tout ça. Les incroyables comestibles, qui sont des bacs, des potagers dans des bacs en bois, qui sont en train qu'il y en a partout au Québec. À toutes les fois que je me déplace dans une ville, quelqu'un me dit, on en a un ici, on en a un là. C'est pas tellement la production de légumes qui est si énorme que ça. Ce qui est intéressant, c'est des collectivités qui se créent autour des bacs, donc des gens qui se mettent ensemble pour faire de l'agriculture urbaine. Puis, 2-3 années après, ils n'ont pas juste fait de l'agriculture urbaine, ils vont changer des règlements municipaux, ils vont amener des pistes cyclables, ils vont faire d'autres choses aussi. C'est toujours le même monde. Nourrir, que vous connaissez peut-être, qui est que j'appelle, moi, le groupon de l'achat du bio, c'est-à-dire c'est d'acheter des produits bio en vrac qui sont livrés quelques fois par année. Et donc, je pense qu'il y avait une livraison la semaine dernière, ou dimanche, je pense, à Montréal. D'autres projets vraiment intéressants. Cultiver l'espoir, qui est un projet magnifique. C'est une femme qui a dit, il y a des terres agricoles dans l'ouest de l'île de Montréal qui sont inutilisées. Puis dans l'est de l'île de Montréal, il y a des familles pauvres, immigrantes,
souvent, qui vivent dans des déserts alimentaires où il n'y a pas d'épicerie qui ont des légumes. Et elle s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en production les terres sur l'île de Montréal pour nourrir des Montréalais qui n'ont pas accès à des légumes? Ça lui a pris des années. Les obstacles qu'on a mis devant elle, vous n'avez pas idée. Pourtant, ça tombe sous le sens que s'il y a des bonnes terres, on devrait nourrir des gens avec. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent 50 % de la production dans les épiceries métro. Avec cet argent-là, ils sont capables de financer la distribution à travers les banques alimentaires de tout le reste de la production. Et le plus beau là-dedans, c'est que les gens qui cultivent la terre, c'est des jeunes qui sont en réinsertion sociale. Donc, on est dans une boucle complète, autofinancée, donc d'économie sociale et de développement durable. Je passe là-dessus. Je vais vous terminer avec 2-3 exemples intéressants de villages qui étaient pour mourir puis qui se sont relancés. Saint-Camille, ils allaient perdre leur école puisqu'il n'y avait pas suffisamment de familles. Ils ont passé l'Internet ultra haute vitesse, la fibre optique, dans un nouveau rang qui allait ouvrir. Puis en gros, ils ont dit, si on est capable d'avoir 30 familles ou 20 familles, je ne me souviens plus exactement, si on peut avoir 20 familles, on va passer la fibre optique, on va faire le développement. Puis ils ont réussi à attirer 20 familles, puis ils ont sauvé leur école comme ça. C'est un peu comme si on passait directement de la ferme laitière à Silicon Valley, en une génération. L'idée là-dedans, dans ce cas-ci, c'est vraiment une communauté qui se réunit pour sauver leur école, mais ils le font avec un modèle complètement différent qui était d'attirer des travailleurs, des gens qui peuvent travailler de chez eux, mais qui ont besoin d'avoir un accès. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris l'église ici, ils ont fait un centre des congrès, ils ont contacté la SAT à Montréal, la Société des arts technologiques, et dans cette église-là, vous pouvez vous connecter avec des gens de partout dans le monde, en Europe, avec la fibre optique, pour faire des conférences transatlantiques. Donc, c'est devenu un endroit où on peut aller faire où il y a des grandes rencontres scientifiques peuvent se faire à Saint-Camille, petit village des cantons de l'Est. À Longue-Pointe-de-Mingan, vous savez, la route 138, elle est arrivée au début des années 70 sur la Côte-Nord, quand les projets miniers puis les projets de développement hydroélectrique ont commencé. Avant ça, les gens étaient assez autosuffisants au plan alimentaire. Il y avait des potagers. Là-bas, ils ont beaucoup de crabes, crevettes, de la viande sauvage, etc., etc. Mais avec l'arrivée des grands projets, ils ont perdu ça. Et ils importent toute leur nourriture, ce qui fait qu'à Longue-Pointe-de-Mingan, dans l'épicerie, c'est un peu comme dans les quartiers pauvres de Montréal. Il y a une laitue iceberg, un brocoli, puis peut-être, si vous êtes chanceux, là, un sac de carottes. C'est devenu un désert alimentaire. Il y a quelqu'un qui a dit, on va reprendre le contrôle sur notre alimentation. Il a créé une coopérative agroforestière qui s'appelle le Grenier Boréal. Et au Grenier Boréal, moi, j'ai goûté plus de sortes de radis que j'ai été capable d'en manger au marché Jean Talon à Montréal. Donc, ils ont réussi à faire ça. Encore une fois, une communauté qui reprend le contrôle de son alimentation. Et une des choses qui est intéressante, c'est que la communauté autochtone qui est juste à côté, à Equanichit, les Inuits, on dit, bien, ça nous intéresse, nous aussi, on aimerait ça participer. Ça a réussi pour une des premières fois à rapprocher les deux communautés, donc la Première Nation puis la communauté blanche. Je vais passer sur l'exemple de Trois-Rivières parce qu'on manque de temps. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus réfléchis et engagés puisse changer le monde. C'est toujours par eux que le changement arrive. Pour moi, je ne fais pas de différence vraiment entre un entrepreneur puis un militant. C'est souvent le même monde. C'est juste qu'ils ont une passion pour quelque chose, puis il y en a qui vont le construire dans un projet, il y en a d'autres qui vont le construire dans une mobilisation sociale, puis des fois, c'est les mêmes gens qui font les deux. L'idée là-dedans, c'est que le monde, il se transforme par l'action des gens. Et c'est jamais un groupe de 20 personnes, là. Ça commence par 2-3 personnes. C'est jamais beaucoup plus que ça au début. Et la magie commence à se faire quand on passe d'une personne à 2 personnes. C'est vraiment ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le principal défi qu'on a en ce moment de notre époque, c'est briser l'isolement des gens. Il y a vraiment un enjeu. Les gens se sentent impuissants parce qu'ils sont isolés, puis ils s'isolent parce qu'ils se sentent impuissants. Puis là, vous voyez qu'on est dans un cercle vicieux. Et ça prend des gens qui ont le courage pour dire, bien, voici, moi, c'est important pour moi, j'ai un projet, j'aimerais faire quelque chose. Et souvent, ce courage-là, il est plus facile quand c'est un petit truc à petite échelle qu'une grande idée. On n'est pas tous Dominique Champagne. Et donc, c'est une des choses, c'est un des apprentissages qu'on a fait dans le livre, qu'il y a vraiment beaucoup de gens avec beaucoup de bonnes idées et que ces idées-là, ils se déploient, mais ça commence à petite échelle, puis éventuellement, ça se tricote, ça devient d'autres choses, puis il y a des essais-erreurs, puis il y a des échecs, puis il y a des succès
Et donc, dans le livre, il y a des projets qui, probablement, dans 2 ans, n'existeront plus, puis d'autres qui vont devenir des choses dont on va se souvenir dans 25 ans. On peut jamais le dire. Et là, depuis qu'on a écrit le livre, en fait, on a commencé à répertorier tous les groupes de transition puis les groupes demain qui se créent au Québec. Fait que vous voyez, il y en a même en Acadie, le Pensons la péninsule autrement. Il y a des groupes comme ça qui se créent partout, puis tellement qu'on a été obligé d'ajouter une deuxième diapo parce qu'ils continuent de s'en créer. Il y a une femme qui a lu notre livre, qui a créé Demain Verdun au printemps. Ils sont rendus 900 dans la page Facebook de Demain Verdun. Ils ont déjà démarré 3 projets, dont un cinéma écologiste, puis d'autres trucs. Là, on est invité prochainement à Demain Granby. La semaine prochaine, je m'en vais à Chicoutimi parce qu'on va aider des gens là-bas à créer un groupe de transition à Chicoutimi. La semaine dernière, j'étais à Rimouski, puis on m'a dit « Oui, on en a déjà un groupe de transition, il faudrait que vous reveniez. » Donc, en ce moment, il y a comme une espèce de grand engouement de faire des choses concrètes pour la transition écologique un peu partout. Et je vais vous laisser cette petite vidéo-là. Ce matin, au Québec, une femme s'est levée dans une maison entièrement autonome au plan énergétique. Des enfants sont allés à l'école dans un autobus électrique fabriqué au Québec. Ils sont allés découvrir le monde dans une bibliothèque intelligente qui génère toute son énergie et où la lumière naturelle éclaire leurs rêves. D'autres ont marqué des buts dans un stade construit en bois sur le site d'un ancien dépotoir en train de devenir une nouvelle forêt urbaine. Tous se sont nourris de fruits et de légumes frais qui poussent sur les toits, dans les serres, dans des fermes urbaines ou dans nos forêts, partout sur notre territoire. Aujourd'hui, au Québec, des gens ont produit de l'énergie avec des déchets, la chaleur de la terre et la lumière du soleil. Ils se sont activés pour mettre sur pied de nouvelles coopératives. Aujourd'hui, des gens se sont déplacés en taxi électrique, ont fait leur épicerie zéro déchet et utilisé des monnaies locales. Ce soir, au Québec, elles seront des milliers à habiter des villages que l'on disait condamnés à imaginer le Québec de demain. Ils dessinent les traits d'une nouvelle révolution tranquille. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils forment une déferlante qui prend une ampleur qu'on aurait pu soupçonner il y a quelques années à peine. Le Québec de demain existe déjà. Il naît sous nos yeux. La suite reste à écrire. Voilà, merci. Wow. Donc, on est en train de vivre une nouvelle révolution tranquille. On espère. J'avoue qu'au début, le début de la présentation, ça fesse. C'est disons, éloquent, l'impact de la surconsommation, la surpopulation. Mais on comprend que la transition, c'est possible. Les exemples sont éloquents. Je présume que la suite, le livre sera de plus en plus gros, plus en plus épais. On aura d'autres exemples. On aurait de quoi écrire 2 autres livres, c'est sûr déjà, mais en même temps, en fait, un des problèmes qu'on a, c'est que ces histoires-là ne sont pas racontées. C'est pas ça qu'on voit dans les médias, c'est pas ça qu'on voit. Puis même les gens dans leur collectivité, souvent, ne sont pas au courant que ça existe à côté de chez eux. Donc, on a un enjeu comme ça parce que, dans le fond, je me faisais la remarque en regardant ça, le principal défi qu'on a, c'est quand même le défi d'y croire. Hein. C'est l'entrepreneur qui lance un projet, lui ou elle y croit, puis les autres, ils ne croient pas. Hein? C'est souvent ça. Puis un des premiers obstacles. Collectivement, la difficulté qu'on a, c'est d'y croire qu'on est capable de faire ça, de transformer les choses. Puis c'est plus facile de dire non que de dire oui. C'est plus facile de dire non, c'est pas possible que de dire oui, j'embarque. Et souvent, on se heurte à ça. Donc, il y a un enjeu, là, la fameuse révolution tranquille. Dans 1960, quand on l'a fait, il n'y a jamais personne qui a dit c'est pas possible. Il y en a, mais ils se sont fait passer sur le corps par la vague. Et on a un peu ce défi-là. C'est un défi. Il y a des gens en ce moment qui disent, je lisais ce matin dans The Guardian, un journal britannique, il y a beaucoup de gens qui disent on est un peu comme en 1941, quand il y a eu Pearl Harbor aux États-Unis, où en l'espace d'1 an, toute l'industrie automobile, ne cherchez pas une auto Ford de 1942, ils n'en ont pas produit.
Ils ont produit que des avions, des tanks, des bateaux. Ils ont produit... Toute l'industrie s'est convertie à l'industrie militaire pendant 4 ans. Et donc, en ce moment, on aurait besoin d'un genre d'investissement comme celui-là, qu'on a de la difficulté à faire parce qu'aujourd'hui, premièrement, parce que on n'a pas, les gens ne sentent pas qu'il y a une guerre ou une menace imminente, d'une part, puis d'autre part, parce qu'on a perdu la capacité, on dirait, de croire qu'on est capable de poser des grands gestes collectifs, comme le cynisme est devenu tellement incrusté. Donc, c'est pour ça qu'on voit émerger beaucoup de projets de la base, parce que les gens, ils ne s'attendent plus que ce soit réglé par l'État, parce qu'on sent que c'est trop lent, c'est trop paralysé. Et donc, ça part de la base. Puis moi, j'ai bon espoir qu'éventuellement, on va arriver à une échelle où ça pivote. Et donc la révolution, on va s'en rendre compte quand elle va être derrière nous. C'est comme dans n'importe quelle courbe exponentielle, vous savez comment c'est. Une courbe exponentielle, tu te rends compte qu'elle s'est produite quand elle est derrière toi. Comme le bel exemple, c'est la télévision couleur. Tu sais, au début, il y a 1, 2, 3, 4 télévisions couleur. Puis à un moment donné, il y en a eu 10 millions. Tu sais, les iPads, tout d'un coup, ils étaient là. Et donc, on est dans une situation un peu comme ça au plan écologique. Il faut arriver à faire un changement exponentiel. Excellent. On a à peine 10 minutes, malheureusement, pour des questions. J'espère que vous en avez, parce que ça serait très, très étonnant. Vous n'en ayez pas, donc je m'avance. Madame? Bonjour. Merci pour votre reportage. Ça a vraiment fait le tour du Québec. Oui, merci. Là, je me demande si on a des projets justement qui sont dans le domaine le Québec. Est-ce qu'il y a des supports financiers? Est-ce que justement, vous dites que ça commence à la base? Fait que dans le fond, c'est les gens qui investissent leur temps, leurs moyens sur les projets. Est-ce que vous connaissez des moyens, des portes à aller cogner pour... Bien, il y a plein de prix en ce moment. Il y a plein de prix. Nous, on a un prix qui s'appelle le prix Demain. C'est un prix symbolique. Là, c'est 5 000 qu'on remet à chaque année pour reconnaître une initiative. Mais le truc là-dedans, c'est que ce prix-là, c'est pas tellement le soutien financier qui est intéressant que le fait que ça braque les projecteurs sur un projet, puis ça fait en sorte que ce projet-là, par la visibilité qu'il va avoir, va être capable d'aller chercher les appuis. Donc, mettons, à Rimouski, l'année dernière, il y a une école qui a gagné le prix du public. Donc, il n'y avait aucun prix financier attaché à ça, mais après ça, ils ont fait une demande à la Fondation TELUS, ils ont obtenu 10 000 pour leur prix dans leur école. Donc c'est malheureusement ou heureusement, il n'y a pas de programme gouvernemental spécifique pour les initiatives de transformation sociale, écologique, mais il y a plein de prix différents. Il y avait la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'étais au... comment ça s'appelle? Le Coopératon de Desjardins qui ont remis des prix. Il y en existe un paquet de... Puis j'imagine ici, vous avez un prix aussi, j'ai vu tantôt, je ne sais pas quoi... Défi aux entrepreneurs, effectivement. Donc, il y a plein de prix comme ça qui permettent de donner une poussée, un élan. Il y a aussi Novae qui remet des prix. Donc, j'en connais quelques-uns là, comme ça de mémoire. Là. Puis on a l'impression qu'on remet tous les mêmes prix aux mêmes personnes, mais... mais dans le fond, on n'est pas si nombreux que ça. Là. C'est juste qu'on est dans une bulle. Ouais. Monsieur. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore lu le livre, je viens de le recevoir, mais en s'inspirant de votre présentation, ça fait penser un petit peu à Tocqueville, quand il a parlé dans son livre, en 1830, sur l'importance de la communauté vis-à-vis en politique. Est-ce que vous voyez aussi, c'est peut-être la même chose aussi aujourd'hui, mais beaucoup plus de le rôle de la communauté dans le développement. Donc c'est toute une théorie peut-être à développer, ce serait pour mener un petit peu l'apport de la communauté vis-à-vis du développement, comme ça a aussi se levé par Tocqueville dans le temps, il y a un certain temps. C'est une des clés du livre aussi que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que ça fait une vingtaine d'années, un petit peu plus, qu'en environnement, on dit aux gens, posez des gestes individuels, donc changez vos ampoules à la maison. Puis, on dit aussi qu'il faut poser des grands gestes collectifs, comme signer l'accord de Paris ou mettre un prix sur le carbone. Puis, pour les gens, souvent, les gestes individuels, ils ont l'impression qu'ils sont seuls et qu'ils n'ont pas de portée. Ils disent, ben, tu sais, moi, je vais faire des efforts, mais il faudrait qu'on soit 7 millions à faire des efforts en même temps, ou si ce n'est pas 7 milliards. Puis, qu'est-ce que ça va donner? Ou des gens qui disent, ben les grands gestes collectifs, je les appuie, mais je n'ai pas de prise. C'est pas moi qui va signer l'accord de Paris. Et donc, entre ces deux choses-là, nous, ce qu'on a découvert, c'est les gestes locaux qui impliquent plus qu'une personne. Donc, je dirais les gestes collectifs à plus petite échelle.
Et ça s'inscrit toujours dans une communauté. Donc, puis une des phrases qu'on a dans le livre à la fin, c'est de dire la transition écologique, c'est une bataille qui va se gagner ruelle par ruelle, rue par rue, quartier par quartier, village par village. Donc le rôle de la communauté est fondamental. Puis il y a 3 semaines, j'ai fait une conférence. Il y a eu un colloque, je ne sais pas comment appeler ça, qui s'appelle Demain Lotbinière. Lotbinière, c'est une région juste avant Québec, avec des municipalités comme Saint-Apollinaire, puis Saint-Antoine-de-Tilly, tout ça. Donc, pas une énorme population. Mais dans leur colloque de 3 jours, ils ont eu 450 inscriptions. Et là, ces 450 personnes-là, maintenant, étaient déjà mobilisées, mais maintenant vont se donner des projets. Et donc, on a besoin de gagner partout, en même temps. Donc, le pouvoir de la communauté est important parce que dans un modèle où je suis seul chez moi, puis je regarde la télévision, puis je vote une fois tous les 4 ans, il n'y a rien qui change. Mais dans un modèle où je me réunis dans une salle communautaire avec des gens, puis tout d'un coup, on amorce des projets, là, le pouvoir de changement est exponentiel. Donc, je le vois très, très clairement, ce pouvoir-là. Bonjour, merci pour votre intervention. Donc, je suis Sarah Folador, je suis en train de monter un fonds d'investissement pour les femmes ici à Montréal. Et alors, ma question, c'est pour engager plus de personnes dans le processus de transition, comment est-ce qu'on peut convaincre les gens qui ont des difficultés, notamment parfois à trouver des emplois ou avoir un niveau de vie suffisant? Vous parliez d'endettement, là, tout à l'heure, de 157%. Comment est-ce qu'on se détache de l'individu qui doit gérer un endettement? Et puis, quel temps il peut prendre, lui, individuellement, pour changer les choses à son niveau et s'engager dans une cause qui, finalement, ne va pas lui rapporter d'argent ou permettre de payer son loyer? C'est 2 choses, parce qu'il y a des gens en ce moment qui ne mangent pas à leur faim, puis il y a des gens qui n'ont vraiment pas d'argent du tout, puis qui sont vraiment dans la précarité complète. Puis là, pour eux, la promesse de la transition écologique, c'est de dire, plutôt qu'accumuler la richesse dans les poches du 1 %, on va être capable de nourrir tout le monde adéquatement. Donc, la promesse pour eux, c'est de contribuer à un modèle économique différent, parce qu'en ce moment, on a un modèle économique qui génère de la richesse, mais qui génère de la richesse qui est complètement, comment je dirais, qui n'a pas de retombée pour les gens. En ce moment, aux États-Unis, la croissance va bien, mais les gens ils ont besoin d'avoir 3 emplois pour à peine survivre. Donc, c'est pas pour rien qu'ils votent un peu drôlement, mais... donc, ça, c'est une chose. Pour les gens qui sont endettés, souvent, c'est la classe moyenne. Ce qu'il faut, l'image que j'aime prendre, puis c'est de leur dire, écoutez, on est comme des hamsters dans une roue. Puis le hamster, il court, parce que si le hamster arrête de courir, qu'est-ce qui se passe? Il est éjecté de la roue. Puis en ce moment, les gens ne veulent pas être éjectés. Si je suis éjecté, je vais perdre ma maison. Si je suis éjecté, je vais peut-être perdre ma famille. Et donc, la seule façon de gagner, c'est de ralentir la roue. Puis ralentir la roue, ça veut dire dépenser moins. Puis je ne suis pas en train de culpabiliser les gens, je suis en train juste de dire il faut prendre conscience du problème pour être capable tranquillement de se donner les moyens de prendre d'autres décisions parce qu'on n'est pas libre quand toutes les décisions sont imposées par la publicité, par le fait que, tu sais, il y a des standards en ce moment, puis quand on fait des sondages, on parle aux gens, là. Tu sais, les gens disent, tu sais, je suis comme plus capable, j'ai plus de temps, j'ai plus d'argent, je suis sous pression toujours, je suis plus capable d'arriver. Les gens sont, tu sais, puis dans le fond, il faut être capable d'enlever cette pression-là, puis une des façons, c'est de dire, OK, on va ralentir le rythme, puis on va cesser de surconsommer, puis là, on se donne une chance, peut-être. Puis ça va loin, hein? Vous savez, en ce moment, les voitures qui sont vendues au Québec, 3 voitures sur 4, c'est des VUS, des véhicules utilitaires sport. Les constructeurs automobiles veulent vendre ça, puis ils disent que c'est la population qui en veut. Oui, il y a un effet de mode, mais ils l'ont imposé parce que le profit, la marge de profit sur un véhicule utilitaire sport, c'est 12 000 parce qu'ils vous le vendent 35 000 en moyenne. OK? Donc, ça, c'est 12 000 d'une personne qui a gagné de l'argent, qui travaille fort, puis qui se retrouve endettée, puis qui achète une voiture qui paye 35 000 au lieu de payer peut-être 20 000 pour une plus petite voiture, qui fait le même service, là, on s'entend? Et donc, les entreprises nous poussent à acheter des produits qui sont plus payants pour eux. Et donc, nous, on devient un peu victime de ça. Fait que moi, je lance pas la pierre aux gens, mais je dis juste, il y a une façon de se transformer, mais ça va être difficile. C'est un peu comme essayer de perdre du poids. Après les fêtes, là, en janvier, on va tous dire, il faut que je fasse attention, puis ça sera pas facile. C'est pas facile, ça non plus. Mais on n'a pas le choix de passer par là, parce que je pense que sinon, les gens sont trop dans la précarité.
Et donc, ils n'ont juste pas le temps. Ils n'ont juste pas le temps, pas l'énergie, puis ils ont peur aussi. Là, je les comprends. Une dernière question. On terminera avec vous, madame. J'ai lu le livre déjà, ça fait un bout de temps. C'est le fun parce que ça présente comme plein d'entrepreneurs qui sont pas nécessairement des entreprises, mais en évoluant moi-même dans le milieu éco-responsable, j'ai l'impression qu'un des défis, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées puis des bonnes intentions, mais de faire connaître au-delà, puis des fois, c'est pas nécessairement ça qui intéresse tant que ça les médias. J'imagine que vous n'allez pas publier livre après livre après livre, mais est-ce que vous avez songé à faire comme une plateforme pour présenter ces initiatives-là pour que ça soit comme accessible, le savoir, comme vous avez dit tout à l'heure? Des fois, il y a quelque chose qui est à côté de chez soi, puis on ne sait simplement pas. Est-ce que vous avez un projet concernant ça? C'est dur, on y a pensé. Au départ, dans le projet de livre, on avait des projets comme ça, puis c'est tellement lourd à porter. C'est comme juste recevoir l'information. C'est un peu comme si on partait d'une bibliothèque. Tu sais, comment classer l'information, puis il faudrait mettre 2-3 personnes à plein temps là-dessus. Nous-mêmes, on n'avait pas les ressources. Même une organisation assez grande comme nous, on manquait de ressources pour le faire. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on dit on va se déplacer partout, puis quand on va aller donner des conférences du livre, ça va permettre à des groupes de transition comme d'inviter des gens, puis que les gens se connaissent entre eux. On va servir, nous autres, de prétexte pour que les gens se rencontrent. Fait que c'est le modèle qu'on a choisi qui nous coûtait un petit peu moins en temps, là, mais qui permet de faire ça. Mais effectivement, il y aurait un besoin pour ça. Il y aurait un besoin pour ça de créer ce genre de plateforme-là où les gens peuvent échanger, surtout pour apprendre ce que des gens font puis que d'autres pourraient faire ailleurs. C'est ce qui manque. En ce moment, on essaie de travailler peut-être un projet de congrès de la transition où on réunirait tout le monde dans une espèce de grosse affaire, là, puis on cherche c'est quoi le modèle. On cherche, toute l'idée, c'est de comment on peut prendre une myriade de petites initiatives puis de faire monter ça à plus grande échelle. C'est le défi, là. Ça nous a laissé, là, finir le livre, ça nous a laissé devant cette question-là. Beaucoup de beaux défis. Encore une fois, merci beaucoup, Karel. Merci. Ça a été très, très inspirant. Merci à tout le monde pour votre participation.